Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le tissu osseux fait partie des tissus squelettiques avec le tissu cartilagineux que nous avons déjà étudié. Et ce tissu osseux va remplacer le tissu cartilagineux au cours de la formation, de la croissance des os. Le tissu osseux est un tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il comporte une substance fondamentale amorphe dans laquelle baignent des cellules et des fibres. Comme tous les tissus conjonctifs, il dérive du mésenchyme. Mais c'est un tissu conjonctif particulier et spécialisé, car la substance fondamentale y est volumétriquement prépondérante et elle est minéralisée, calcifiée. C'est cette imprégnation de sels minéraux cristallisés qui la rend rigide et imperméable et qui en fait l'un des tissus les plus durs de l'organisme. Malgré cela, le tissu osseux est en remaniement constant, bien sûr lors de la croissance du squelette, mais aussi à tout instant et à tout âge par le remodelage osseux qui permet l'adaptation aux contraintes et la réorganisation du tissu osseux. Ce tissu osseux constitue la charpente du corps, il forme les pièces osseuses. Il a des fonctions mécaniques par son implication dans la locomotion du fait de l'insertion des muscles et des tendons. Il a également des fonctions de protection des organes fragiles, par exemple la cage thoracique et l'ensemble cœur-poumon, ou la boîte crânienne et l'encéphale. Il a des fonctions métaboliques car il constitue un stock de sels minéraux mobilisables, en particulier le calcium, et c'est un lieu d'échange où intervient le métabolisme phosphocalcique. Deux autres structures sont intimement associées au tissu osseux, l'endoste et le périoste, mais ce sont là des tissus conjonctifs. En fait, l'os est une association fonctionnelle de différents tissus. Le tissu osseux compose à peu près 25%, la moelle 60%, les espaces conjonctivovasculaires 5%, le périoste et l'endoste 10%, et il existe parfois du cartilage articulaire. La constitution du tissu osseux. Comme tout tissu conjonctif, le tissu osseux est constitué de cellules et d'une matrice extracellulaire faite de fibres, essentiellement du collagène de type 1, et de substances fondamentales avec une matrice organique qui se minéralise. Les cellules d'abord, ces cellules appartiennent à deux lignées différentes, la lignée ostéoblastique et la lignée ostéoclastique. La lignée ostéoblastique comprend les cellules bordantes, les ostéoblastes et les ostéocytes. Et la lignée ostéoclastique comprend les ostéoclastes. Voyons donc d'abord la lignée ostéoblastique et les cellules bordantes de l'os. Ces cellules bordantes sont localisées à la surface de la matrice osseuse minéralisée, où elles forment une monocouche. Elles tapissent la plupart des surfaces osseuses du squelette de l'adulte lorsque ces surfaces ne sont soumises ni à la formation ni à la résorption. Ce sont des cellules quiescentes, des cellules au repos. Morphologiquement, il s'agit de cellules aplaties, allongées, fusiformes, très peu épaisses, qui ne contiennent que peu de cytoplasme et d'organites intracellulaires. Cela traduit une activité de synthèse réduite. Elles sont également inactives le plus souvent sur le plan cinétique, mais lorsqu'elles sont soumises à une stimulation, par exemple une contrainte mécanique ou un stimulus hormonal ou un stimulus par un facteur de croissance, à ce moment-là, elles peuvent être activées afin de proliférer et de se différencier en ostéoblastes. Sur la figure à droite, nous voyons en jaune la matrice minéralisée
et des rangées de cellules qui sont notées par les grandes flèches. Ce sont les cellules bordantes. Les petites flèches signalent les ostéocytes que nous verrons tout à l'heure. Les ostéoblastes sont responsables de la synthèse des composants organiques de la matrice extracellulaire, donc de la construction osseuse. Leur localisation, ils se situent à la surface du tissu osseux en formation ou en croissance, en contact avec la fraction organique qu'ils synthétisent. Ils sont alignés régulièrement à la manière d'un épithélium simple. Ils ne sont jamais inclus dans le tissu osseux. Sur le plan morphologique, ce sont des cellules cuboïdes d'environ 20 micromètres de diamètre, parfois cylindriques. Le noyau est volumineux, sphérique, excentré, opposé à la face cytoplasmique sécrétante, elle-même en contact avec la lame osseuse. Le nucléole est bien marqué. Les contours cellulaires sont irréguliers car la cellule émet des prolongements qui s'enfoncent dans la matrice osseuse et qui vont en contact avec des prolongements identiques venant d'autres ostéoblastes ou venant des ostéocytes. À l'extrémité de ces prolongements se positionnent des systèmes de jonction de type jonction communicante. Le cytoplasme basophile est riche en organites impliqués dans la synthèse protéique, réticulum endoplasmique granuleux, Golgi par exemple. Les mitochondries sont nombreuses, comme le lysosome. Il y a des vacuoles et des enclaves lipidiques. On constate la présence de glycogène, de précurseurs du collagène, d'enzymes, phosphatase alcaline en particulier. Et l'ostéoblaste possède de nombreux récepteurs pour les hormones, la parathormone, pour des facteurs de croissance, pour des cytokines, pour des vitamines, la vitamine D3. Tout cela permet de réguler son activité. Le rôle de l'ostéoblaste, cette cellule élabore la plupart des constituants de la matrice extracellulaire ostéoïde, qu'on appelle aussi la substance préosseuse. Il élabore le collagène 1, l'ostéonectine, l'ostéocalcine, l'ostéopontine, les protéoglycanes, des sialoprotéines et également des facteurs de croissance. Il est par ailleurs, cet ostéoblaste, impliqué dans la minéralisation de l'ostéoïde grâce à la phosphatase alcaline et joue un rôle dans la résorption, mais c'est un rôle indirect par l'intermédiaire de substances qui agissent sur les ostéoclastes. On reverra ces substances, je les cite dès maintenant, c'est le RANK-L, l'ostéoprotogérine et le MCSF. Et probablement, ils agissent également, cette fois-ci directement, en sécrétant des enzymes protéolytiques, comme les métalloprotéases matricielles, comme des protéases à cystine, etc. L'origine des ostéoblastes, ces cellules proviennent de cellules mésenchymateuses qui donnent naissance aux cellules bordantes de l'os, donc cellules situées à la surface de l'os, au niveau de la couche profonde du périos et de l'endoste, mais aussi autour des bourgeons vasculaires de la ligne d'érosion du cartilage de conjugaison et autour des vaisseaux des canaux de Havers. La destinée des ostéoblastes, ils se divisent pour donner d'autres ostéoblastes, peuvent mourir par apoptose ou peuvent se transformer en cellules bordantes inactives. Mais leur destinée principale, c'est qu'au cours de la croissance osseuse, ils vont progressivement s'entourer de substances ostéoïdes. Cette substance ostéoïde se minéralisera, et donc une fois emprisonnée dans la matrice préosseuse, nouvellement synthétisée, la cellule va diminuer son activité, va modifier sa forme et va se transformer en ostéocyte. Sur la partie droite de la diapositive, on voit en bas le dessin d'une rangée d'ostéoblastes au contact d'une lamelle osseuse d'un côté et du tissu conjonctif de l'autre. Et au-dessus, c'est la même chose, mais à un plus fort grossissement. Sur cette figure, à gauche en haut,
c'est l'aspect au faible grossissement d'une coupe d'os avec la couche continue d'ostéoblastes et la matrice minéralisée. Un peu plus bas, c'est l'aspect en microscopie électronique et, encore plus bas, un schéma illustrant les différentes sécrétions de cette cellule. À droite, une schématisation de l'ostéoblaste avec ses prolongements d'un seul côté, on dit que la cellule est polarisée, prolongements qui rentrent en contact avec les prolongements venant d'un ostéocyte qui lui se trouve intégré dans la matrice minéralisée. Deuxième catégorie de cellules, les ostéocytes. Comme on vient de le voir, ces ostéocytes sont issus de la différenciation terminale des ostéoblastes. Suite à leur activation, certains vont peu à peu s'enfouir dans la matrice organique qu'ils ont synthétisée, tout en gardant leur liaison avec les ostéoblastes restés en surface grâce à l'établissement de jonctions communicantes. La matrice organique progressivement se minéralise, entoure les cellules qui vont y être piégées et se transformer en ostéocytes. Ainsi, les ostéocytes peuvent être considérés comme des ostéoblastes âgés, entre guillemets. Donc la localisation, ces ostéocytes sont enfermés dans la matrice extracellulaire minéralisée au sein d'une logette qu'on appelle ostéoplaste. Et cet ostéoplaste est relié à d'autres ostéoplastes par de fins canalicules. Sur le plan morphologique, c'est une cellule fusiforme, au grand axe parallèle à la surface osseuse. Son noyau est ovoïde, sans nucléole visible, à disposition centrale et chromatine condensée. Les contours cellulaires sont irréguliers, avec de fins prolongements cytoplasmiques situés dans les canalicules et liés par des systèmes de jonction de type gap, donc jonction communicante, avec d'autres ostéocytes. Et cela, c'est un moyen de communication et d'échange entre les cellules, entre elles, et entre les cellules et l'extérieur. Le cytoplasme est peu basophile, avec des organites moins développés que dans l'ostéoblaste. Entre la cellule et la paroi de l'ostéoplaste existe un espace de largeur variable, non minéralisé, où on trouve des fibres de collagène et une forte concentration en protéoglycanes. Le rôle de l'ostéocyte, il ne faut pas imaginer que c'est une cellule complètement au repos. En fait, l'ostéocyte joue un rôle dans le maintien de la matrice extracellulaire du tissu osseux grâce à sa capacité de synthèse des glycosaminoglycanes, du collagène. Capacité de synthèse qui, bien évidemment, est moins importante que celle de l'ostéoblaste, mais qui existe cependant. Il joue donc un rôle dans la régularisation des échanges ioniques, dans le maintien de l'équilibre phosphocalcique, et en interagissant avec les fibres de collagène qui tapissent la paroi de l'ostéoplaste, par l'intermédiaire de molécules de type intégrine, bêta-1, ils fonctionnent comme des mécanorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils perçoivent les modulations des contraintes mécaniques et ils peuvent transférer cette information. La destinée, l'ostéocyte ne se divise pas. C'est une cellule mature qui peut persister pendant des années et qui va mourir sur place. Voici ici un dessin d'ostéocyte. On revoit ici la cellule fusiforme avec ce qui est marqué gaine limitante, qui est une discrète densification de la matrice autour de l'ostéoplaste. Ici, dessin de deux ostéocytes avec les jonctions communicantes qui sont fléchées et en bas, une photo au microscope électronique avec des prolongements qui sont bien visibles. Un autre dessin présentant plusieurs ostéocytes connectés entre eux par leurs prolongements situés dans les canalicules intra-osseux. Et ici, dessin d'une structure particulière qu'on décrira tout à l'heure. C'est une coupe
transversale d'un ostéone. Elle est mentionnée ici, cette coupe, pour visualiser les ostéocytes. Ce sont les taches noires qui sont situées entre les lamelles osseuses ou parfois à l'intérieur d'une lamelle. Et l'on voit que ces ostéocytes ont de multiples prolongements qui sont connectés les uns aux autres et qui permettent la diffusion à partir du canal de Havers, où se trouvent les vaisseaux, des éléments nutritifs jusqu'aux ostéocytes les plus extérieurs. Dernière image concernant les ostéoblastes et les ostéocytes. Ici, donc, il s'agit de la coupe histologique de tissu osseux avec la couche des ostéoblastes, la matrice minéralisée, quelques ostéocytes, et cela donc vu soit en lumière transmise, soit en lumière polarisée. Passons maintenant à l'autre lignée, la lignée ostéoclastique, qui est constituée d'un seul type de cellules, les ostéoclastes. Ce sont des grandes cellules plurinucléées de la famille des macrophages. On les appelait autrefois des myéloplaques. M-Y-E-L-O-P-L-A-X-E-S. Leur localisation est particulière parce que ce sont des cellules qui ont un fort tropisme pour le tissu minéralisé et qui apparaissent groupées au niveau de foyers de résorption. Ils s'y sont situés à la surface des travées du tissu osseux en voie de résorption, dans des lacunes que l'on appelle lacunes de Hochschild. Et l'ostéoclaste se fixe solidement à l'os par des petits prolongements. Plus précisément, la cellule se lie à la matrice organique, la vitronectine, le collagène 1 par exemple, par l'intermédiaire d'intégrines de type alpha-V bêta-3. Et ça délimite une sorte de zone étanche entre la cellule et l'os, zone que l'on appelle la chambre de résorption. Sur le plan morphologique, sa taille est très grande, 50-100 micromètres, parfois plus, et sa forme est variable, le plus souvent arrondie ou ovalaire, parfois en dôme. L'ostéoclaste présente des ramifications au contact avec l'os. En regard de la matrice minéralisée, il développe en effet de nombreux replis de membranes qui constituent une bordure en brosse. Ce sont des microvillosités irrégulières, entre les pieds desquelles s'ouvrent des microcanalicules qui pénètrent profondément dans le cytoplasme et se terminent en contact avec les lysosomes ou des vacuoles. Mais la bordure en brosse occupe une surface limitée. Par contre, il peut y en avoir plusieurs pour une même cellule. Cette bordure en brosse augmente la surface de contact au niveau de la chambre de résorption. Les noyaux, comme on le voit sur la figure, sont nombreux. Il peut y en avoir jusqu'à 20, parfois même plus. Ce sont des noyaux ronds, réguliers, nucléolés, qui sont situés à l'opposé de la surface osseuse, donc qui sont excentrés. Dans le cytoplasme, les organites sont nombreux, mitochondries, du réticulum endoplasmique granuleux, un appareil de Golgi bien développé, et surtout on voit de très nombreux lysosomes contenant des collagénases, contenant des enzymes protéolytiques, contenant des phosphatases. On voit également des vésicules de pinocytose. Le cytosquelette se renforce à proximité de la membrane en brosse au niveau d'une zone qui est dite zone claire. Et cette membrane comporte des récepteurs pour la calcitonine en particulier, mais aussi des pompes à H+, ou à calcium. Le rôle de cette cellule est très important, c'est la cellule qui est responsable directement de la résorption du tissu osseux. Et l'ostéoclaste va agir sur la substance fondamentale, sur la trame fibrillaire, sur les cristaux d'hydroxyapatite, par l'intermédiaire des sécrétions enzymatiques et de la phagocytose des débris. Alors toute la cellule n'est pas engagée au même moment dans le processus de résorption, il peut y avoir quelques zones actives et d'autres zones inactives. Mais
il faut retenir, c'est la seule cellule qui assure directement la résorption du tissu osseux. L'origine de cette cellule est différente de l'origine des ostéoblastes et ostéocytes. C'est effectivement une origine hématopoïétique. L'origine de l'ostéoclaste est une cellule qu'on appelle la GM-CFC, ce qui veut dire Granulo-Macrophagic Colony Forming Cell. Et cette GM-CFC donne deux précurseurs différenciés, la M-CFC, donc macrophagique CFC, et la G-CFC, donc granulo-CFC. Les M-CFC naissent dans la moelle, migrent dans le sang sous la forme de promonocytes puis de monocytes et se transforment au niveau du tissu osseux en macrophages, puis après fusion en ostéoclastes. Il y a un facteur de stimulation qui s'appelle le MCSF, pour Macrophagic Colony Stimulating Factor, et ce MCSF est requis pour engager les cellules dans la lignée monocytaire et pour permettre leur prolifération et leur différenciation. Ensuite, l'expression du récepteur RANK permet de lier le facteur RANK-L qui est élaboré par les ostéoblastes et qui est l'acteur principal de la différenciation des pré-ostéoclastes en ostéoclastes. Pour leur destinée, il faut noter que ces cellules sont incapables de se diviser et elles vont mourir sur place par apoptose. Leur durée de vie est d'environ 12 jours. À droite, donc, sur cette figure, vous avez un dessin d'un ostéoclaste dans la lacune de Hochip et le tissu osseux minéralisé avec des ostéocytes dispersés. Dessin ici d'un autre ostéoclaste où l'accent est mis sur les villosités qui augmentent la surface de contact avec la matrice osseuse et qui constituent donc ce qu'on a appelé la bordure en brosse. Microphoto d'une coupe histologique de tissu osseux dans une phase de résorption avec plusieurs ostéoclastes. Ce qui est coloré en rouge est la matrice minéralisée. Sur la partie haute de cette diapo, on observe un ostéoclaste avec sa bordure en brosse et le tissu minéralisé. Et puis, sur le dessin, on remarque la présence de différents récepteurs d'enzymes lysosomiales de différents types de canaux. Donc, on a vu dans la constitution du tissu osseux la partie cellulaire. Voyons maintenant ce qui constitue la matrice extracellulaire, et donc deux éléments, les fibres d'abord, et ensuite la substance fondamentale. Les fibres constituent la majeure partie de la fraction organique de cette substance osseuse, à peu près 90-95%. Et ce sont essentiellement des fibres de collagène de type 1, qui représentent à peu près 80%. Il existe certes d'autres types de collagène, mais qui sont très minoritaires. Le collagène de type 3 ne représente que 10%, et il y a aussi des collagènes 4 ou des collagènes 7 qui représentent à peu près 5% du collagène total du tissu osseux. Ces collagènes sont disposés en fibrilles ou en faisceaux d'orientation et de disposition variables, car c'est modelé par les lignes de force qui s'appliquent à l'os. En général, les fibres de collagène sont parallèles entre elles dans une même lamelle osseuse. Il faut noter qu'il n'y a pas, dans ce tissu osseux, de fibres élastiques. Une dérégulation de la synthèse du collagène, par exemple la mutation d'un des gènes codant les chaînes polypeptidiques du collagène de type 1, conduit à une fragilisation du tissu osseux et à une maladie rare
qu'on appelle, vous en avez peut-être entendu parler, la maladie des os de verre. Dernier élément constitutif, la substance fondamentale. Alors, elle est assez semblable à celle d'un tissu conjonctif banal, mais elle s'en différencie par un élément essentiel qui est son imprégnation en sels minéraux, sels de calcium surtout, et sa faible teneur en eau, 50%, c'est le tissu le moins hydraté de l'organisme. On définit deux composantes à cette substance fondamentale, une matrice qui est dite organique et une matrice minérale ou minéralisée. La matrice organique, on l'appelle aussi substance pré-osseuse calcafine ou système ostéoïde. C'est un complexe macromoléculaire de glycosaminoglycanes, de protéines, de glycoprotéines. Donc on voit des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes surtout sulfatés, comme la chondroïtine sulfate 4 et 6 ou les paranes sulfates. Il y a des lipides mais en faible quantité et de très nombreuses protéines, qu'il s'agisse de protéines de structure comme la fibronectine, de facteurs de croissance comme l'IGF-1, le TGF-bêta, d'autres facteurs qu'on appelle les bonnes morphogénétiques protéines, ou encore des protéines que j'ai citées tout à l'heure, l'ostéopontine, qui relie l'hydroxyapatite aux cellules, l'ostéonectine, qui joue un rôle dans la minéralisation, du fait de son affinité pour le calcium et le collagène 1, l'ostéocalcine, qui joue un rôle aussi dans la minéralisation, les sialoprotéines, la thrombospondine, etc. La matrice minérale, elle, est constituée de cristaux. Ces cristaux, ils forment environ 70% du poids sec de la matrice. Ce sont des cristaux d'hydroxyapatite. La formule, c'est Ca10, PO4,6, OH2. Et également des cristaux de carbonate de calcium. Ces cristaux ont une forme allongée, lamellaire, ils sont disposés entre les fibres de collagène et parfois même à l'intérieur de celles-ci. Autour des cristaux, on peut distinguer une zone périphérique où les ions phosphate et le calcium sont disposés dans une couche hydratée assez lâche dont ils peuvent se détacher. Et ça constitue une zone d'échange rapide avec le liquide interstitiel et le sang. Cette zone est appelée la coque d'hydratation. Le tissu osseux est le principal réservoir d'ions minéraux de l'organisme. Il contient 99% du calcium, 88% du phosphore, 80% des carbonates et 50% du magnésium de l'organisme. Mais il y a également d'autres ions qu'on peut trouver dans ce tissu osseux, le strontium, le barium, le zinc, le plomb. Voyons maintenant l'organisation microscopique du tissu osseux. Et d'emblée, disons qu'il en existe deux types, le tissu osseux non lamellaire et le tissu osseux lamellaire. Alors d'abord le tissu osseux non lamellaire, qu'on appelle aussi primaire, ou qu'on appelle aussi réticulaire. Parfois, on donne également le nom de os immature. Comme tous ces noms l'indiquent, c'est le premier tissu osseux à apparaître. Et on le trouve donc chez le fœtus, dans les ébauches osseuses, au cours du processus d'ossification. Mais ce tissu osseux primaire est temporaire et sera remplacé par des tissus osseux lamellaires, sauf dans quelques régions particulières de l'organisme. Il persiste simplement dans les osselets de l'oreille moyenne et les alvéoles dentaires. Il est constitué d'une trame collagénique disposée dans toutes les directions de l'espace sans orientation privilégiée. On a donc des faisceaux entrecroisés de fibres de calibres différents. Cette disposition donne un aspect d'os tissé en observation au microscope optique en lumière polarisée. On observe un grand nombre d'ostéocytes disposés dans des ostéoplastes au sein de la matrice minérale, sans organisation. Et bien sûr, la matrice est minéralisée, mais elle est moins que ce qu'on verra au niveau du tissu osseux lamellaire,
et donc elle paraît moins dense au rayon X. Le deuxième type de tissu osseux est le tissu osseux lamellaire, donc appelé aussi tissu osseux secondaire ou tissu osseux mature. Et il se forme à partir du tissu osseux primaire et présente une organisation des fibres de collagène particulière sous forme lamellaire. Et donc la matrice osseuse est disposée en lamelles qui sont superposées les unes aux autres. Deux grandes catégories de tissus osseux lamellaires, le tissu osseux spongieux et le tissu osseux compact. Donc, d'abord le tissu osseux spongieux, qu'on appelle aussi trabéculaire, il se présente comme un tissu alvéolaire qu'on peut comparer à une éponge. Il est constitué d'un assemblage de plaques osseuses réunies par des piliers, constitué d'un lacis tridimensionnel de spicules ou de trabécules. Ces spicules ou trabécules sont ramifiés, anastomosés, et ils délimitent un labyrinthe d'espaces intercommunicants qui sont occupés par la moelle et par les vaisseaux. En effet, le tissu osseux spongieux constitue des niches où le micro-environnement est favorable à la production des éléments figurés du sang. Sur une coupe, le tissu osseux spongieux apparaît sous la forme de sections de zones osseuses plus ou moins irrégulières, constituées de lamelles osseuses avec des ostéocytes, lamelles qui sont superposées les unes sur les autres et qui sont tapissées par des cellules bordantes. Ce tissu osseux spongieux constitue les épiphyses des os longs et le diploé des os courts. Il constitue également les os plats. On voit bien sur cette image l'aspect en éponge avec les trabécules, les travées ramifiées, anastomosées et les espaces qui sont remplis de moelle. Le deuxième tissu osseux lamellaire est le tissu osseux compact. Ce tissu osseux compact compose les corticales des pièces osseuses et il est principalement composé d'unités cylindriques qu'on appelle les systèmes de Havers ou ostéones. Donc dans ce tissu osseux compact, premièrement, le tissu osseux haversien ou système de Havers ou ostéone. Ce tissu osseux haversien est lamellaire du fait de la périodicité et de la régularité de l'arrangement des fibres de collagène, et donc il apparaît formé de couches de substances osseuses qu'on appelle les lamelles d'une épaisseur de 3 à 7 micromètres à peu près, lamelles qui sont concentriques. Les fibres de collagène dans une lamelle sont parallèles les unes aux autres et disposées de façon hélicoïdale. Et c'est le changement d'orientation des fibres de collagène, disposées en gros à 90 degrés d'une lamelle à sa voisine, changement brutal, qui marque la limite entre deux lamelles consécutives. Cette organisation permet de garantir une solidité optimale au tissu osseux, tout en conservant un certain degré de flexibilité. Les systèmes de Havers sont des cylindres dont le grand axe est parallèle à celui de l'os long. Leur diamètre est variable, leur longueur également, pouvant aller de 100 micromètres à plusieurs millimètres. L'ostéone est constitué de 4 à 20 lamelles concentriques autour d'un canal qui a à peu près 50 micromètres de diamètre et qui s'appelle le canal de Havers. L'ostéone est limité en périphérie par un dépôt de matériel amorphe qu'on appelle sément ou encore ligne sémentante. Les ostéocytes sont disposés en files régulières concentriques au canal de Havers, localisés le plus souvent entre les lamelles, mais parfois à l'intérieur d'une lamelle. Leur grand axe est parallèle à celui de l'ostéone, et on voit des canalicules qui dessinent un réseau intercommunicant. Ces canalicules s'ouvrent dans le canal de Havers, mais ils ne traversent que très rarement la ligne sémentante. Et ces canalicules sont occupés
par les prolongements des ostéocytes qui communiquent ainsi entre eux par l'intermédiaire de jonctions de type gap, jonctions communicantes. Les canaux de Havers suivent le grand axe de l'os. Ils sont reliés les uns aux autres par des canaux obliques, intercommunicants, qu'on appelle les canaux de Volkmann. Ces canaux ont un diamètre plus important que celui des canaux de Havers et ils peuvent perforer les lamelles osseuses. Donc tout cet ensemble forme un réseau canalaire en rapport avec la cavité médulaire et la région sous-périostée. On a dit que le diamètre des canaux de Havers était assez variable, et en effet, les plus larges se trouvent dans les ostéones les plus jeunes. Dans ces canaux se trouvent les vaisseaux, en relation avec ceux de la moelle et du périoste, se trouvent du tissu conjonctif, des fibres nerveuses amyéliniques. Et les parois de ces canaux sont tapissées de cellules bordantes. La nutrition de cet ostéone est assurée par les vaisseaux qui sont présents dans les canaux, et cela est possible parce qu'il existe de multiples communications entre canal, canalicule et lacune. Voici une représentation d'un os long en coupe transversale et également verticale. On voit donc les lamelles osseuses concentriques, soit directement, soit à gauche, sous la forme des fibres de collagène qui sont disposées parallèlement les unes aux autres dans les lamelles, et où on voit bien que le changement d'orientation des fibres de collagène implique l'apparition de nouvelles couches de tissu osseux. On remarque également sur ce dessin les canaux de Havers qui sont centraux par rapport à l'ostéone et les canaux de Volkmann qui sont obliques et qui permettent de relier les canaux de Havers les uns aux autres ou de relier les canaux de Havers au canal médulaire qui se situe ici complètement à gauche de la figure. Sur ce dessin qu'on a déjà vu, c'est un ostéone en coupe transversale. On voit donc les lamelles osseuses concentriques, il y en a une petite dizaine ici. Tout à fait à gauche, le canal de Havers, et tout à fait à droite, la ligne sémentante périostéonique ou sément. Donc entre les lamelles des ostéocytes et les canalicules multiples qui permettent aux ostéocytes de communiquer entre eux et qui permettent la nutrition de ces cellules à partir du canal de Havers. Notez qu'il n'y a pas de canalicule qui perfore la ligne sémentante qu'on voit située ici à droite de la figure. À côté du tissu haversien à proprement parler, des ostéones vrais, on décrit des systèmes lamellaires haversiens intermédiaires ou interstitiels. En fait, ce sont des systèmes de lamelles qui proviennent d'ostéones détruits pendant la croissance et le remodelage osseux. En effet, au cours de l'ostéogénèse, les premiers systèmes de Havers sont remplacés par des nouveaux systèmes qui détruisent partiellement les ostéones initialement formés, et ce phénomène a lieu tout au long de la vie. Donc on voit entre les ostéones des lamelles qui correspondent à des ostéones partiellement cassés, partiellement détruits. Et puis il existe également des systèmes lamellaires qui sont dits non haversiens, qu'on appelle aussi les systèmes fondamentaux externes et internes. Et donc quand on regarde sur cette figure, on voit que le tissu osseux compact de la diaphyse des os longs est limité sur sa face externe par des lamelles osseuses concentriques qui entourent toute la pièce osseuse. Ça, c'est le système fondamental externe. Ces lamelles ont une disposition circulaire
et il y a de gros faisceaux de collagène qui proviennent du périoste et qui continuent dans le système fondamental externe. Ces lamelles sont également traversées par des vaisseaux sanguins qui viennent du périoste. Le tissu lamellaire des systèmes fondamentaux est étroitement lié au tissu osseux aversien, et en effet, les lamelles les plus internes sont interrompues par les ostéones. Du côté interne, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va observer également des lamelles osseuses concentriques, et cela va s'appeler le système fondamental interne. Il est limité par une rangée de cellules bordantes aplaties au repos, et il est percé de trous qui correspondent aux embouchures des canaux de Volkmann dans la cavité médulaire. Le tissu osseux secondaire lamellaire est facile à observer au niveau de la diaphyse des os longs. Donc sur une coupe transversale, on observe de l'extérieur vers l'intérieur, d'abord le périoste, ensuite sous le périoste 5 ou 6 lamelles concentriques, dont le rayon de courbure est le même que celui de la diaphyse, c'est le système fondamental externe. Ensuite, des lamelles disposées de façon concentrique autour d'un canal vasculaire. L'ensemble de ces lamelles concentriques entourant un canal occupé par des vaisseaux, des nerfs, du tissu conjonctif lâche constitue l'ostéone, ou le système de Havers. Et puis à l'intérieur se trouve le système fondamental interne, et entre les ostéones, on va trouver des fragments d'ostéones, donc des lamelles osseuses concentriques, mais qui sont fragmentées, qui sont partiellement détruites. Ce dessin représente la fabrication de 3 générations d'ostéones avec des systèmes lamellaires aversiens intermédiaires ou interstitiels qui en résultent. Donc première génération à gauche en violet, deuxième génération au milieu en rouge, troisième en vert à droite, et vous voyez des fragments d'ostéones rouges ou violets qui sont à côté ou entre les ostéones définitifs dessinés ici en vert. Une autre représentation en coupe transversale des différents constituants, le périoste à l'extérieur, le système fondamental externe, les systèmes de Havers et les systèmes intermédiaires, et puis du côté de la cavité médulaire, le système fondamental interne et ensuite l'endoste. Ici, il s'agit de coupe histologique, donc de la réalité, et on voit à gauche en lumière blanche et à droite en lumière polarisée des ostéones avec au niveau de la partie centrale le canal de Havers. Encore une autre coupe histologique d'ostéones, on voit très bien ici les structures lamellaires concentriques et entre elles des fragments d'ostéones partiellement détruits. Cela reprend la description déjà dite avec donc les différents éléments lorsque l'on observe une diaphyse d'un os long en coupe transversale. On voit très bien le périoste, le système fondamental externe, les ostéones complets, les ostéones incomplets, le système fondamental interne et le canal médulaire. Et sur une coupe longitudinale, les canaux de Havers qui sont longitudinaux et les canaux de Volkmann qui sont transversaux ou obliques. Dernier point à préciser sur cette structure, il existe des tissus qui sont associés aux tissus osseux. Vous avez déjà entendu leur nom, c'est l'endoste et le périoste. Alors ici, il ne s'agit plus de tissus osseux, il s'agit de tissus conjonctifs, mais il est important de signaler leur présence parce que fonctionnellement, ce sont des tissus qui ont une importance capitale. Donc, ce sont des types particuliers de tissus conjonctifs qui recouvrent les faces externes pour le périoste et internes pour l'endoste d'un os cortical. Ils ne recouvrent jamais les surfaces articulaires. Le périoste est constitué de 2 couches, une externe fibreuse, vascularisée,
et une interne ostéogène qui est à l'origine du système fondamental externe sur lequel il est fixé par des fibres de collagène. Et dans cette couche interne se trouvent les cellules mésenchymateuses qui sont à l'origine des ostéoblastes puis des ostéocytes. Et de l'autre côté, du côté interne, il y a l'endoste qui est aussi du tissu conjonctif et qui est en rapport avec le système fondamental interne. Ces tissus vont participer à la croissance en épaisseur de la corticale osseuse et ils jouent un rôle important lors de la réparation après fracture. Passons maintenant à l'histogénèse du tissu osseux, c'est-à-dire aux actions de formation et de résorption. L'apparition du tissu osseux, quelle que soit sa variété, quelle que soit la période considérée, implique une mise en place de la substance fondamentale en deux étapes. Il y a toujours d'abord la sécrétion d'une matrice organique, en fait du tissu osseux ostéoïde, et ensuite une étape de minéralisation. Deuxième élément à remarquer, cette formation du tissu osseux se fait toujours dans une zone où préexiste soit un tissu conjonctif très riche en collagène, soit du cartilage, soit une couche de tissu osseux déjà formée. Troisième élément, la construction, la formation et la résorption du tissu osseux s'effectuent en même temps au cours du développement et de la croissance osseuse, mais à un degré bien moindre tout au long de la vie, même chez le sujet âgé, c'est ce qu'on appelle le remodelage osseuse. Et cela permet de maintenir la masse osseuse. Donc on a deux activités opposées, construction, destruction, mais qui sont complémentaires, qui conduisent au maintien de la masse osseuse et qui permettent de remplir le rôle métabolique de ce tissu osseux, rôle métabolique qui est en fait la libération des sels minéraux et qui permet aussi de remplir le rôle de soutien qui est l'adaptation architecturale au changement des conditions mécaniques. La formation est réalisée essentiellement par les ostéoblastes, on l'a vu, et accessoirement par les ostéocytes, et la résorption est réalisée exclusivement par les ostéoclastes. Alors d'abord, ce qui concerne la construction ou la formation du tissu osseux. Elle se fait donc, on vient de le dire, principalement par les ostéoblastes, accessoirement par les ostéocytes, et elle est liée à la prolifération, à la multiplication du nombre des ostéoblastes. Et celle-ci, bien évidemment, est liée à la stimulation de la division des précurseurs qui sont des préostéoblastes ou qui sont les cellules mésenchymateuses localisées dans le stroma médulaire de l'os. Alors, il existe beaucoup de facteurs qui agissent sur la prolifération et la différenciation des précurseurs des ostéoblastes. Il y a d'abord des facteurs de croissance et des facteurs de différenciation. Il y a de nombreux membres de la famille des Bone Morphogenetic Protein Factors, BMP, 2 à 13. Il y a le TGF-bêta, Transforming Growth Factor, qui régule le développement embryonnaire et la différenciation des ostéoblastes en ayant le plus souvent un fort effet mitogène. Il existe aussi le FGF, Fibroblast Growth Factor, qui est synthétisé, sécrété par les ostéoblastes et qui régule la prolifération de ces mêmes cellules. Et il y a plusieurs types de récepteurs au FGF et l'action peut être sensiblement différente selon le type de récepteur. Mais les ostéoblastes sont également stimulés par les JGF, Insulin Growth Factor, qui sont présents dans la matrice extracellulaire osseuse et qui proviennent un peu des ostéoblastes eux-mêmes et beaucoup de la synthèse par les cellules hépatiques sur lesquelles agit l'hormone de croissance hypophysaire. Les IGF stimulent la prolifération et la différenciation des ostéoblastes. Il existe également un facteur de transcription
qu'on appelle le facteur CBFA1, qui code pour une protéine qui induit la différenciation des ostéoblastes et qui contrôle l'expression de certaines protéines comme l'ostéocalcine. Ce CBFA1 est nécessaire à la différenciation des ostéoblastes et au maintien de leur phénotype. On le montrait en rendant des souris déficitaires en ce facteur, et ces souris ont un squelette uniquement cartilagineux, sans ostéoblastes ni ostéoclastes. Il existe chez l'homme également des mutations naturelles sur ce gène CBFA1. D'autres facteurs de stimulation, ce sont les hormones. Les estrogènes, en effet, ont une action mitogène et stimulent la synthèse du collagène, d'IGF-1. La progestérone a à peu près les mêmes fonctions. Et plus récemment, on a décrit le rôle de la leptine qui est une hormone polypeptidique, principalement sécrétée par les adipocytes et intervenant dans le contrôle du poids. Et cette leptine inhiberait la formation de l'os ou favoriserait sa résorption via un relais hypothalamique, le système nerveux sympathique et des récepteurs adrénergiques exprimés par les ostéoblastes. Quelles sont les modalités de la formation du tissu osseux? Elle se fait par apposition successive. Donc les ostéoblastes disposent côte à côte, en rangée unicellulaire, contre la travée en voie de formation. Ils vont sécréter la substance préosseuse aux substances ostéoïdes sous la forme d'un liseré, qu'on appelle liseré préosseux, qui les sépare, ces ostéoblastes, peu à peu de la travée. Et en microscopie, le liseré apparaît sous la forme d'une couche claire. Certains ostéoblastes libèrent à un moment donné la substance préosseuse sur tout le pourtour de la cellule, pas uniquement du côté de la travée en formation, et donc ils vont se trouver inclus dans le tissu osseux et vont se transformer en ostéocytes. Dans le même temps, d'autres ostéoblastes différencient, ce qui compense la disparition des ostéoblastes par transformation en ostéocytes ou par dégénérescence. Au bout d'une dizaine de jours, la substance préosseuse va se minéraliser et cela se marque par l'apparition d'un front de calcification granuleux irrégulier du côté du tissu osseux. C'est là que précipitent les premières molécules d'hydroxyapatite. On distingue ainsi au niveau du tissu en formation 3 couches, une assise d'ostéoblastes, un liseré de substances préosseuses et le tissu calcifié qui est séparé du précédent par une ligne plus ou moins sinueuse qui est le front de calcification. Voici le dessin d'un ostéoblaste qui synthétise la matrice ostéoïde et on peut distinguer là 3 couches, celle qui est constituée par les ostéoblastes, ensuite le liseré préosseux et, en rouge, le tissu calcifié. Et ce tissu calcifié est séparé du liseré préosseux par un front de calcification. Ce dessin représente la formation du tissu osseux par des ostéoblastes qui sont situés ici en haut de la figure. On voit apparaître des vésicules matricielles qui sont riches en ions, en phosphatase alcaline, qui sont situées au niveau du pôle de l'ostéoblaste orienté vers le tissu en constitution, qui sont sécrétés et qui vont ensuite se minéraliser pour former donc les cristaux d'hydroxyapatite qui confluent. Une image voisine qui exprime les mêmes phénomènes, avec cette fois-ci les ostéoblastes qui sont situés en bas de la figure, et on retrouve les mêmes éléments, vésicules matricielles, libération du contenu de ces vésicules, minéralisation et donc apparition de l'os minéralisé
tout à fait en haut de la figure cette fois-ci. Alors, quelles sont les modalités de la formation du tissu osseux, les mécanismes de la minéralisation? En fait, ils sont encore assez imprécis. On pense que les concentrations en calcium et en phosphate sont insuffisantes pour qu'ils précipitent. Il faut des concentrations locales très élevées et il faut que pour cela interviennent un certain nombre de substances. Par exemple, l'ostéocalcine, qui est une des protéines de l'ostéoïde, qui est fabriquée par les ostéoblastes, va fixer les ions calciques extracellulaires et donc en augmenter la concentration locale. De la même façon, la phosphatase alcaline, qui est abondante dans les ostéoblastes, qui est libérée par les ostéoblastes, va augmenter également les concentrations locales en calcium et en phosphate. Les vésicules matricielles, dont on a vu la présence sur les figures précédentes, ce sont des vésicules qui sont issues par exocytose des ostéoblastes et dans lesquelles vont s'accumuler des ions calcium, des ions phosphate. Elles sont riches en plus en phosphatase alcaline, en ostéocalcine, en pyrophosphatase. Et donc tout cela induit une augmentation locale des ions phosphate qui se lient au calcium contenu dans les vésicules elles-mêmes et qui permettent ainsi la formation de cristaux d'hydroxyapatite. Ces derniers vont s'agrandir par un mécanisme de nucléation qui entraîne le dépôt des ions, même en faible concentration, dans un milieu où un cristal, même de petite taille, est préalablement formé. Il est possible que les fibres de collagène interviennent également en faisant précipiter les molécules de phosphate de calcium en regard des intervalles qui séparent les molécules de tropocollagène. Et on pense également que les protéoglycanes qui fixent le calcium exercent un certain contrôle en inhibant le dépôt de calcium lorsque ces protéoglycanes sont intacts et en le libérant seulement après la lyse de leur fraction protéique. Deuxième grand chapitre, la résorption du tissu osseux. Donc on a dit qu'elle était le fait des ostéoclastes. Et effectivement, on rencontre de nombreux ostéoclastes dans les régions qui sont en cours de résorption. Ces ostéoclastes sont en contact avec le tissu minéralisé, jamais avec l'ostéoïde. On se souvient qu'elle est acquiescent, la matrice extracellulaire, la surface de cette matrice extracellulaire est recouverte par une bordure de cellules bordantes qui empêche finalement l'accès des ostéoclastes. Et ces ostéoclastes peuvent traverser cette couche de cellules bordantes grâce à l'action de différentes substances, dont la parathormone, l'hormone parathyroïdienne, dont la prostaglandine PGE2, dont la vitamine D3. Et donc ces différentes molécules vont entraîner la rétraction des cellules bordantes et donc vont permettre le passage des ostéoclastes à travers cette couche de cellules bordantes, ostéoclastes qui vont ensuite adhérer à la matrice. En plus, PTH et PGE2 stimulent la synthèse de collagénase et d'activateurs du plasminogène, ce qui entraîne la dégradation de la couche superficielle recouvrant le tissu osseux. Prolifération et différenciation des ostéoclastes, il existe de très nombreux facteurs ostéoclastogéniques, donc des hormones comme la PTH, des vitamines comme la vitamine D3, des cytokines comme les interleukines 1, 6, 11, comme le TNF-alpha, des facteurs de croissance comme le GM-CSF ou le MCSF. Et il faut remarquer que beaucoup de ces facteurs ont pour cible principale l'ostéoblaste. Et donc ils induisent la production par l'ostéoblaste de facteurs solubles qui agiront sur l'ostéoclaste. Donc cela est un exemple tout à fait particulier et caractéristique de relations paracrines. Alors, les principaux facteurs
je les ai déjà cités, mais là on va les expliquer un petit peu mieux. Ce sont rank L, ce sont ostéoprotogérine et MCSF. Rank L d'abord. Rank L est sécrété par l'ostéoblaste et aussi quelques cellules de la moelle sous le contrôle du facteur de transcription dont on a parlé tout à l'heure, qui est le CBFA1. Et le récepteur de rank L, c'est une molécule qui s'appelle rank et qui est située sur l'ostéoclaste. Et donc, la liaison rank L sur rank va activer différentes voies de signalisation qui permettent de compléter la différenciation des préostéoclastes, qui permettent la fusion de ces préostéoclastes, l'activation de la cellule mature, de l'ostéoclaste donc, et sa survie. Le deuxième facteur, c'est l'ostéoprotogérine, on dit aussi OPG. Facteur qui est élaboré également par l'ostéoblaste ou par son précurseur immédiat, et facteur qui va bloquer rank en prenant la place de rank L. Donc cette ostéoprotogérine a un effet totalement inverse, puisque ça va bloquer la différenciation, la multiplication, la survie des ostéoclastes. Et donc ça va réduire la résorption qui est liée à ces ostéoclastes. On voit actuellement quelques retombées thérapeutiques dans le traitement de l'ostéoporose, de la connaissance de ce mécanisme. Troisième élément, le facteur de croissance qu'on appelle MCSF, qui est également élaboré par l'ostéoblaste ou son précurseur, qui va se lier à un récepteur spécifique qu'on appelle CFMS, qui est situé sur les précurseurs des ostéoclastes et qui va entraîner la multiplication de ces précurseurs, donc l'apparition des ostéoclastes et qui induit la maturation des cellules en ostéoclastes matures. Il y a beaucoup d'autres molécules qui ont une action directe ou indirecte, l'IL1 par exemple, qui augmente la survie des ostéoclastes, la PGE2, dont on a déjà parlé, qui active les ostéoclastes, la parathormone, qui stimule la résorption du tissu osseux en agissant directement sur les ostéoblastes et indirectement sur les ostéoclastes. En effet, la parathormone stimule la synthèse par l'ostéoblaste des rank L et MCSF et diminue la synthèse par l'ostéoblaste toujours de l'OPG. Donc ça va augmenter le nombre et l'activité des ostéoclastes et donc avoir une action positive sur la résorption du tissu osseux. En outre, cette hormone, parathormone, inhibe la synthèse du collagène, d'ostéocalcine, de phosphatase alcaline. On dit que c'est une hormone hypercalcémiante. Autre hormone, la calcitonine, qui est élaborée par certaines cellules de la thyroïde, elle a une action inverse puisqu'elle diminue l'activité des ostéoclastes en agissant directement sur eux, donc elle freine l'activité de résorption et donc a une action hypocalcémiante. Ensuite, la vitamine D3 qui augmente la transcription des gènes codant pour le collagène, pour la phosphatase alcaline, pour certaines protéines comme l'ostéocalcine ou l'ostéopontine. Voici un schéma résumant les relations paracrines entre ostéoblaste et ostéoclaste. Au centre, en gris, on voit le pré-ostéoblaste ou l'ostéoblaste, et en périphérie, en noir, les précurseurs des ostéoclastes, et tout à fait à droite, l'ostéoclaste mature. Et donc, pour aboutir à l'ostéoclaste mature, deux facteurs sont indispensables, le MCSF et le rank L, élaborés tous les deux par l'ostéoblaste. Existe aussi sur cette figure l'ostéoprotogérine, OPG, qui est sécrétée aussi par l'ostéoblaste, mais qui va, en se fixant sur rank, bloquer l'action de rank L. Cette autre figure reprend les relations paracrines entre ostéoblaste et ostéoclaste
et ajoute l'intervention de facteurs externes comme la vitamine D3, les estrogènes, les prostaglandines. Dernière figure qui est plus complexe, qui là met en évidence beaucoup de facteurs systémiques, hormonaux essentiellement, et de facteurs locaux qui agissent sur ce couple de cellules ostéoblastes et ostéoclastes. Alors, quelles sont les modalités de la résorption? Premièrement, il faut que les ostéoclastes puissent se fixer sur le tissu osseux minéralisé, donc sur le lieu de la résorption. L'ostéoclaste, comme les macrophages, ce sont des cellules mobiles. Ces cellules expriment les récepteurs membranaires de la famille des intégrines alpha-2 bêta-1 qui va se lier au collagène, ou d'autres intégrines alpha-V bêta-3 qui se lient à certaines protéines de la matrice extracellulaire comme l'ostéopontine, la sialoprotéine, la thrombospondine. Donc l'ostéoclaste va se fixer à la matrice extracellulaire par des systèmes de jonction qui ont reçu un nom particulier, on les appelle les podosomes. Cette adhérence permet, on l'a vu tout à l'heure, la création d'une chambre de résorption fermée qui a un micro-environnement compris entre la matrice osseuse et l'ostéoclaste, et c'est là que se trouve la différenciation particulière de la membrane en forme de bordure en brosse. Les étapes de la résorption, alors il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui jouent un rôle, les pompes à protons qui sont activées, donc ces pompes à protons sont au niveau de la bordure en brosse, les ions H+ sont produits par une anhydrase carbonique et ça va entraîner une acidification du micro-environnement avec un pH aux alentours de 5 et cette acidification entraîne la dissolution des sels de calcium. Par ailleurs, dans la chambre de résorption sont libérées par exocytose des enzymes lysosomiales, des collagénases, des hydrolases, des oxydases, etc., des phosphatases, et toutes ces enzymes vont dégrader la matrice organique. Alors, on admet que la fraction organique non collagène est attaquée la première, qu'ensuite les cristaux sont déplacés dans la trame collagène qui se désorganise, et effectivement on peut voir des cristaux, des fibrilles dans les fentes du labyrinthe. Donc dans des conditions locales acides, qui peuvent résulter de la sécrétion d'acide organique, acide citrique, acide carbonique par les ostéoclastes, le cristal d'hydroxyapatite est détruit et libère des ions calcium ou phosphate qui sont solubles. On peut trouver certaines molécules d'hydroxyapatite, certains produits de leur dégradation, dans les ostéoclastes, ils ont été phagocytés. La dégradation du collagène se poursuit dans la zone de résorption extra-osseuse et des enzymes lytiques qui sont activées à pH acide vont agir dans les lysosomes secondaires. Donc on va avoir une dégradation intracellulaire de la matrice organique et ensuite une expulsion de ces produits de dégradation par transcytose à l'extérieur. Le calcium libéré induit une dépolymérisation des filaments d'actine locaux et un détachement des ostéoclastes qui se déplacent avec l'aide d'une métalloprotéase matricielle, la MMP9, à la surface du tissu osseux pour aller dans une autre zone contiguë et continuer son travail de résorption. Le remodelage du tissu osseux. On l'a dit, le tissu osseux est en constant renouvellement, alternant des phases de construction et des phases de résorption. Il est présent dès la formation des os, mais c'est surtout l'apanage de l'os adulte, donc il existe à tout âge, même chez le vieillard. Et il traduit bien le fait que le tissu osseux est un tissu vivant, et donc ça permet, on l'a déjà dit, le maintien de ses propriétés, de ses rôles. Deux principes fondamentaux gouvernent le remodelage osseux. La séquence commence toujours par une activation ostéoclastique, c'est-à-dire une résorption. Et la formation osseuse est étroitement couplée à la résorption dans le temps et dans l'espace.
Cela veut dire que du tissu osseux nouveau ne peut être formé que dans un site où l'os ancien a été résorbé. Et donc il y a là encore un véritable couplage entre ostéoblastes et ostéoclastes. Alors si on veut décrire les différentes phases du remodelage, ce remodelage succède à une phase de quiescence ou une phase de repos où la matrice osseuse est recouverte d'ostéoblastes au repos, des cellules bordantes. Cette phase a une durée variable et dépend en fait d'une régulation hormonale ou de facteurs locaux. Ensuite, il y a une phase d'activation. Donc ça commence par le recrutement des ostéoclastes, la reconnaissance d'une zone particulière précise de la surface osseuse destinée à un moment donné à la résorption. Ça se poursuit par l'attachement des ostéoclastes à cette surface, la fusion éventuelle des cellules entre elles, leur activation. Ensuite, c'est la phase de résorption à proprement parler, donc de destruction du tissu osseux par ces ostéoclastes. Et à un moment donné, il y a une inversion, c'est-à-dire que les ostéoclastes diminuent d'activité ou arrêtent leur activité, et en même temps, des ostéoblastes sont recrutés à partir des cellules bordantes qui sont réactivées. Ensuite, on est dans la phase de formation, et donc cette phase de formation, c'est une phase d'apposition d'une nouvelle matrice protéique, donc de tissu ostéoïde sur le support, et ensuite c'est une phase de minéralisation de cet ostéoïde, et cela aboutit à un tissu osseux neuf. Tout ça, c'est une durée relativement longue. Pour l'os cortical, par exemple, la durée totale du cycle est de l'ordre de 3 mois et demi. En gros, 10 jours pour la résorption, 15 jours pour la phase d'inversion, 90 jours pour la phase de formation. Et pour l'os spongieux, il faut près de 6 mois. Voici une illustration des différentes phases du remodelage osseux. Donc il faut lire la figure dans le sens des aiguilles d'une montre, avec en haut au milieu la phase de repos, où on voit bien la couche des cellules bordantes et le tissu minéralisé en dessous, et puis le début qui se fait par le recrutement des ostéoclastes, par le positionnement de ces ostéoclastes et la résorption, donc avec un processus de destruction du tissu osseux minéralisé. Ensuite, arrêt de l'action des ostéoclastes et recrutement des ostéoblastes qui vont former du tissu osseux, et le remodelage se termine et le cycle peut reprendre éventuellement. Ici, on voit tout à fait à droite la même disposition et les mêmes successions des différentes phases, activation, résorption, formation et fin du processus, et donc dans la partie gauche, en haut, une animation qui correspond à l'existence de foyers de résorption, de foyers de construction qui sont diffusément dispersés et qui peuvent se succéder. La régulation du remodelage osseux met à contribution des paramètres mécaniques et des paramètres moléculaires. Les paramètres mécaniques, ce sont les contraintes mécaniques auxquelles est issu le tissu osseux. On l'a vu tout à l'heure à propos des ostéocytes, ce sont ces cellules qui sont des sortes de barorécepteurs qui vont capter ces contraintes de pression et qui vont transmettre ces informations aux cellules bordantes ou aux ostéoblastes. Et ces cellules vont répondre par une stimulation de la position osseuse ou bien par une stimulation de la résorption de l'ostéoclastogénèse. Et donc tout cela permet d'adapter l'organisation du tissu aux contraintes mécaniques. En effet, les os sont modelés selon les pressions exercées par les tissus de voisinage. Par exemple, ils peuvent se former des tubérosités au niveau des insertions des tendons, ou ils peuvent se former des gouttières dans les zones où logent des artères. Il existe à côté de ces paramètres mécaniques des paramètres moléculaires qui sont extrêmement variés, et qui incluent les ions, les protéoglycanes, les vitamines, les cytokines, les hormones. Donc beaucoup de ces facteurs ont été cités auparavant, agissant soit au niveau de la formation, soit au niveau de la résorption.
il y a un facteur qui joue un rôle particulier, c'est le TGF-bêta. Il a une action complexe dans le couplage formation-résorption. Il est synthétisé par les ostéoblastes et les ostéoclastes sous une forme inactive. Il est stocké dans la matrice osseuse et activé par clivage en milieu acide, donc activé au moment de la résorption par les ostéoclastes. Certaines hormones, comme la parathormone, certaines protéines, comme l'IL-1, permettent la libération de TGF-bêta. Au contraire, la calcitonine l'inhibe. Et donc, ce TGF-bêta est libéré pendant la phase de résorption osseuse, et quand elle est terminée, le TGF-bêta va induire la prolifération des ostéoblastes de voisinage et donc la reconstruction. Alors, on décrit des pathologies, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement en citer quelques-unes, pathologies liées à des anomalies du remodelage osseux, l'ostéopétrose, qu'on appelle aussi maladie des os de marbre, qui touche l'enfant dans la vie intra-utérine, c'est en fait une absence de remodelage par déficit fonctionnel des ostéoclastes. La maladie de Paget, elle touche plutôt l'adulte, et là il y a un remodelage qui est trop important, ce qui se traduit par une déformation des os. L'ostéoporose est extrêmement banale, elle résulte d'un déséquilibre de la balance résorption-apposition, avec une réduction de l'activité d'apposition et un accroissement de l'activité de résorption. Donc ça va se traduire par une diminution de la densité minérale osseuse et ça peut conduire à des fractures ou à des tassements vertébraux. Et cela est particulièrement fréquent chez la femme après la ménopause. Ça s'explique par le rôle puissant des estrogènes sur la formation osseuse. Dernier exemple, l'ostéomalacie, qui est un ramollissement des os, qui est dû à un déficit en vitamine D ou un dysfonctionnement du rein. Pour terminer, quelques mots sur l'histophysiologie du tissu osseux, les propriétés et les fonctions. Première propriété, la plasticité. Ça paraît paradoxal, mais du fait du remodelage, et donc en dépit de sa dureté, l'os est susceptible de modifier son architecture en fonction des contraintes auxquelles il est soumis. Le tissu osseux va se former là où s'exercent les forces de traction. Un exemple, la position de la dent dans le maxillaire se modifie par application de pression mécanique latérale. Et cela, donc, c'est l'alternance de résorption ostéoclastique et d'apposition ostéoblastique qui en est responsable. Deuxième propriété, support et protection. Les os, donc le tissu osseux, servent de support du poids du corps et servent aussi de système de levier, et puis ils protègent les organes fragiles. Troisième propriété, le tissu osseux est une réserve de calcium et de phosphate. Le tissu osseux contient 99% du calcium, 88% des phosphates. C'est donc une réserve considérable et c'est cette réserve, avec son alternance de formation-résorption, qui permet à la concentration de calcium du sang et des tissus d'être pratiquement stable. Or, le calcium est un élément absolument fondamental pour le bon fonctionnement de nombreux enzymes intervenant dans la contraction musculaire, dans la transmission de l'afflux nerveux. C'est aussi une molécule qui est indispensable à la coagulation du sang, à l'adhérence cellulaire. Les échanges de calcium entre sang et tissu osseux sont perpétuels. Le calcium qui est absorbé par rapport alimentaire est fixé dans le tissu osseux, ou en partie éliminé par les urines et les selles, et en cas de besoin, il est mobilisé à partir de ce tissu osseux. Les mécanismes jouant pour la mobilisation du calcium osseux sont soit un mécanisme rapide, correspondant au transfert d'ions de l'enveloppe d'hydratation jusqu'au liquide interstitiel et au sang, ou bien un mécanisme lent, en rapport avec les effets hormonaux et impliquant la résorption ostéoclastique, donc la parathormone. Les effets hormonaux et nutritionnels sur la croissance et remodelage, on a déjà parlé d'un certain nombre d'hormones, je cite simplement quelques autres, comme la somatotropine,
ou hormone de croissance. Sa carence pendant l'enfance entraîne un nanisme. Un excès avant la fermeture des cartilages de conjugaison entraîne un gigantisme. Chez l'adulte, cet excès entraînerait une acromégalie, qui est en fait l'épaississement des os de la face. Pour ce qui concerne les hormones sexuelles, on a parlé des estrogènes, mais les androgènes également ont une action, et en cas de développement sexuel précoce, la maturation squelettique est accélérée et la croissance est arrêtée. Chez le sujet âgé, au contraire, le déclin de ces sécrétions hormonales perturbe l'équilibre entre formation et résorption, ce qui peut entraîner une fragilisation. En ce qui concerne les vitamines, la vitamine D est importante. Son absence ou sa carence peut conduire au rachitisme chez l'enfant. Une carence en vitamine C peut entraîner également un retard de croissance et un retard dans la consolidation des fractures. En conclusion, donc, le tissu osseux est un tissu vivant dont les propriétés en font un tissu d'importance considérable, mais c'est un tissu donc, qui se renouvelle, et pour que ce renouvellement se fasse, un très grand nombre de facteurs, tant nutritionnels qu'hormonaux, sont nécessaires.